Bonsoir et bienvenue sur Moselle TV. Nous sommes le mardi 17 mai. Voici les titres de l'actualité. Il vient de fêter ses 100 ans d'existence. Le magasin Les Chaussures Gauthier à Sarrebourg est un exemple de longévité, une affaire de famille qui se transmet de génération en génération. Nous vous dévoilerons leur recette miracle dans un instant. C'est le rendez-vous pour dénicher les gros potentiels de demain, ce mardi, deuxième et avant-dernière étape du festival des mini-entreprises dans le Grand Est. Il s'est arrêté à Blida. 12 groupes de jeunes élèves lorrains ont présenté leur projet au jury. Ils sont des centaines mais ne forment qu'une seule voix. Fin du mois, les 2000 choristes de l'association Chœur en Fête sont de retour pour un nouveau concert grandiose. Nous avons assisté à leur première répétition. La météo, demain il fera beau du matin au soir, les températures grimperont encore de quelques degrés jusqu'à 31 dans l'après-midi avec des ressentis très lourds. Et puis l'invité du jour est Patrick Thiel, adjoint maire chargé à la culture. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons ensemble sur le printemps des religions, cette rencontre qui a lieu le 23 mai à l'Hôtel de Ville. Mais tout de suite, l'actualité. Ce mardi, Patrick Weiten, le président du département de la Moselle, poursuivait son tour des cantons. Il s'est rendu cette fois dans le Saulnois. En fin de matinée, il a pu visiter l'unité opérationnelle de Château-Salin, caserne qui devrait dans le futur être délocalisée. Reportage sur place. Elle date de la fin des années 70. La caserne de Château-Salin devient aujourd'hui vétuste. C'est un bâtiment qui mérite d'être reconstruit. Donc nous travaillons actuellement pour fusionner Vic-sur-Seille et Château-Salin sur un lieu. Et je travaille avec le maire de Château-Salin, avec la conseillère départementale, pour lancer ce projet qui a fait l'objet d'une décision du conseil d'administration du SDIS sur ma proposition il y a 3 semaines. Avec 50 pompiers volontaires, le bâtiment de 700 mètres carrés commence à être trop étroit. Les équipements comme les vestiaires, mal adaptés à la féminisation du métier. Aujourd'hui, un sapeur-pompier sur 5 en France est une femme. Un chiffre en constante augmentation. La défense contre l'incendie, elle est aussi efficace et aussi prégnante dans la ruralité que dans le grand centre urbain. Et on en a la démonstration ici, sur ce territoire-là, où on a un maillage territorial de nos corps locaux. Et on veut continuer à équiper cela. Des moyens, des véhicules, des matériels, des pompiers formés. Et très naturellement, des bâtiments de qualité qui permettent d'assumer la défense. Chaque année, l'unité opérationnelle comptabilise environ 1200 interventions. C'est le point d'appui dans le Saulnois pour des secours de proximité. Une fusion avec la caserne de Vic-sur-Seille ne ferait que renforcer ce statut. Avant l'unité opérationnelle de Château-Salin, Patrick Weiten s'était rendu dans 2 endroits bien différents. Tout d'abord, le PSMS, établissement public social et médico-social du Saulnois à Abestroff. Il est venu voir le résultat d'investissement dans un nouveau bâtiment de 3800 mètres carrés. Locaux donc flambant neufs, hébergeant le pôle administratif qui s'occupe de 132 personnes en situation de handicap et de l'EHPAD attenant qui accueille 60 résidents. Enfin, la visite s'est poursuivie au grand air dans le camping de la Tuilerie à Vic-sur-Seille. Au cœur du débat, comment attirer du monde en automne et en hiver et comment s'entraider entre lieux touristiques. Le tenant du camping 4 étoiles en a également profité pour faire part de ses futurs investissements dans 25 nouveaux bungalows. Sur les législatives, 3 candidates de l'Union de gauche ont présenté officiellement cet après-midi leur candidature. Il s'agit d'Esther Lec, Lisa Lahore et Charlotte Leduc, respectivement dans la première, la deuxième et la troisième circonscription de Moselle. On écoute justement les 2 premières au micro de Florian Tonizzo. Si j'y vais, c'est pas pour ma personne. J'y vais pas. Je me suis jamais dit un jour, bah tiens, si je me présentais pour être députée. Non, c'est parce que je suis poussée par les militants. Dans un premier temps, pour moi, c'est leur confiance qui m'amène ici. Et dans un second temps, ce sera celle des électeurs s'ils le décident. Simplement, comme toujours dans les partis, il peut y avoir des dissidences et il y a eu des mécontents et des individus ont décidé de leur propre chef de partir. Et notamment, on va peut-être avoir le cas avec M. Haddadi dans la première circonscription de Moselle. Personnellement, je trouve ça dommage et deuxièmement, je trouve ça dangereux. Si les différents partis, le Parti socialiste, EELV, Génération, le Parti communiste et la France insoumise ont décidé de s'unir, c'est sur un programme fort et qui répond à 2 urgences. La première urgence, c'est l'urgence sociale et la deuxième urgence, c'est l'urgence écologique. Donc si des personnes, par arrivisme ou en tous les cas par agenda personnel, souhaitent déposer leur candidature, eh bien cela ne va faire que brouiller les pistes pour les électeurs, alors que les électeurs ont besoin de clarté, ont besoin d'intégrité et ont besoin qu'on leur dise la vérité.
Nous vous en parlions hier de la venue de Jordan Bardella en Moselle. Le président du Rassemblement national rêve dans le département de grand chelem, selon ses mots. Arrivé en tête dans 5 des 9 circonscriptions de Moselle au second tour de la présidentielle, le parti espère convertir ce score en député aux législatives. En tête de gondole, il peut compter sur Laurent Jacobelli dans la 8e circonscription. Françoise Grolet et Marie-Claude Voinson porteront-elles le parti dans respectivement la 3e et la 5e circonscription. Enfin, les jeunes Grégoire Laloux, élu Messin, et Kevin Pfeffer, conseiller régional, tenteront de se faire une place dans la 1re et la 6e circonscription. À l'heure où les magasins de proximité ont de plus en plus de difficultés à survivre dans nos centres-villes, une boutique de chaussures de Sarrebourg vient de fêter ses 100 ans d'existence. Les chaussures Gauthier sont une affaire familiale qui se transmet maintenant depuis 4 générations. Ghislain Schumacher s'y est rendu pour vous livrer les secrets de cette longévité. Depuis qu'elle a 10 ans, Isabelle passe ses journées à conseiller et vendre des chaussures dans la boutique créée par ses grands-parents. Ici, on vend des produits pour toute la famille, des plus petits aux plus grands. Alors forcément, la gérante entretient une certaine proximité avec ses clients qui deviennent parfois des amis. Il y a beaucoup de clients qu'on connaît depuis de longue date. Souvent, on connaît les différentes générations. On a connu 3 générations. Où quand ils viennent, ils nous demandent des nouvelles de la maman. Même des fois des grands-parents pour vous dire que voilà, on les suit depuis longtemps. Ils nous suivent depuis longtemps aussi. Bonjour. Bonjour. Est-ce que l'on peut vous aider? Et oui. Vous avez déjà repéré? J'ai envie de mettre de la couleur dans ma vie. Ok, pas de problème. Donc toujours 39. Toujours 39. Ouais. C'est cette proximité qui a fait de Sophie une cliente fidèle. Avec tous les membres de sa famille, ils viennent se chausser exclusivement dans la boutique. Le personnel nous connaît nos goûts, sait déjà ce qui va plus ou moins nous aller, connaît aussi nos petites difficultés, je dirais, parce qu'il y a des gens qui ont mal aux genoux, des gens qui ont mal au dos, il y a des gens qui ont des problèmes de pied, et toutes les chaussures du standard ne vont pas forcément à tous les pieds. Véronique, elle, vient ici depuis près de 30 ans. Pour elle, ce sont la qualité des conseils et des 2500 références de chaussures, toutes fabriquées en Europe, qui font la différence. L'équipe est accueillante, dynamique, tout. Enfin, vraiment, on voit qu'elles ont envie de travailler. Et au moins, le confort de la chaussure, quoi. Voilà, c'est pour ça que je viens ici, moi. Aujourd'hui, elle est conseillée par Ludivine, la dernière arrivée de la famille de chaussuriers. Grâce à son regard nouveau sur les techniques de vente, elle a permis à la boutique de traverser les dernières crises. Depuis le Covid, ça a été une période un peu compliquée pour nous. On a dû se remettre en question, comme à d'autres événements un peu compliqués, les gilets jaunes, la guerre en Ukraine, etc. Donc on a essayé toujours de s'adapter à notre clientèle et trouver des alternatives. Par exemple, pendant le confinement, on a fait des lives, on a fait des drives et on a fait des envois, alors qu'à la base, on faisait rien de tout ça et on a créé aussi un site internet. Entre proximité, qualité des produits et modernité, les chaussures Gauthier ont trouvé la recette de la longévité. Ici, on espère que la boutique ouvrira encore ses portes pendant les 100 prochaines années. Et passons désormais à notre rubrique économie. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. Vous vous en souvenez peut-être, en août dernier, la boucherie Humbert de la rue du Grand Cerf à Metz a été reprise par 2 associés. Un défi de taille car l'ancienne est un lieu historique de la ville. La boucherie fêtera d'ailleurs ses 100 ans d'existence en 2022. Désormais, elle est nommée le Bio-Lorrain. On revient en images sur cette reprise. Reprendre une affaire tenue brillamment depuis près de 7 décennies par une seule famille, voilà l'immense défi de Clément et Alexandre. C'est un gros combat, quoi. Il faut convaincre les banques et puis prouver qu'on est l'homme de la situation. On avait nos fournisseurs, il y avait les leurs, il a fallu, on va dire entre guillemets, joindre les deux. Pour ne pas perturber la clientèle, l'offre est restée la même. Malgré tout, le changement de direction et de nom sur la façade perturbe quelque peu. Ils ont eu peur qu'il y ait beaucoup de changements. On veut tous les jours les rassurer qu'on n'a pas changé les recettes, qu'on n'a pas changé l'équipe, qu'on n'a pas changé l'approvisionnement. Mais même ça, ils trouvent que c'est pas pareil des fois. Désormais à la tête de 2 enseignes, Clément et Alexandre s'imposent petit à petit dans le paysage mosellan. Le duo porte pour le moment avec succès le poids de l'héritage de cette institution historique de la cité messine. Le Bio-Lorrain, à terme, dans des dizaines d'années, ça peut devenir une institution reconnaissable en Moselle. Ouais. Oui, définitivement. Oui. Avec les bases solides de Humbert,
plus nous, le travail qu'on va faire sur les... Ouais, ouais. C'est l'objectif. Ce mardi 17 mai, Blida accueillait le festival des mini-entreprises. De 9h à 16h, 12 groupes de jeunes élèves de Lorraine ont présenté leurs projets au jury pour remporter différents prix. L'enjeu est avant tout de développer des compétences, mais aussi de se faire connaître. Reportage Colline Expert et Florian Tonizzo. Décoration, panneaux de signalétique ou encore jeux éducatifs, l'entreprise Bewood réalise des objets en bois fabriqués à l'imprimante 3D ou à la découpe laser. 11 élèves de 3e du collège Hartviller sont à l'initiative de ce projet et commercialisent déjà leur fabrication. À la fin de l'année, 30% de notre bénéfice revient à une association. Nous, on a choisi le FSE, c'est la coopérative du collège. Donc ils vendent des affaires scolaires et ils financent les voyages scolaires aussi. Donc c'est pour les futurs entrepreneurs de l'année prochaine. Un peu plus loin, ces élèves de première en bac pro électricité ont créé un dispositif permettant de mesurer le taux de CO2 dans une pièce. Alors là, on peut voir, il y a du orange, ça veut dire qu'il faut faire attention à l'air de CO2 dans la pièce. Leur innovation a remporté l'un des prix de la journée, celui du concours grand public. Pour ces jeunes entrepreneurs en herbe, l'objectif est d'améliorer la qualité de l'air dans les espaces confinés, comme les salles de classe. On a mis en place pour ce projet pour aider les gens à mieux respirer, c'est ça notre idée. Les gens ne mesurent même pas le taux de CO2. En fait, ils ne savent pas quand il faut aérer, quand il faut fermer les pièces, etc. Sur les 25 mini-entreprises du Grand Est, 12 ont présenté leur projet à Blida. Ces élèves âgés de 13 à 25 ans ont travaillé pendant 1 an à l'élaboration de leur entreprise, de la conception à la réalisation. Au-delà des récompenses, l'objectif est de développer des compétences. Au départ, c'est des électriciens qui sont appelés à travailler dans le domaine de l'artisanat et chacun a pu révéler des compétences dans leurs différentes spécialités ou domaines d'activité qui étaient hors de leur métier. C'est ça qui a été vraiment très très bien, quoi. Là, ça a pour vocation notamment de développer tout ce qui est confiance en soi, prise d'initiative, prise de risque, prise de parole en public. C'est de développer tout ce dont ont besoin les jeunes demain pour aborder le marché de l'emploi sereinement. Une fois leur projet terminé, les jeunes entrepreneurs peuvent poursuivre leur activité grâce à un réseau de partenaires pour mettre pleinement les pieds dans le monde du travail. La rédaction vous propose désormais de vous immerger dans les répétitions d'un show qui s'annonce exceptionnel. Le 27, 28 et 29 mai prochain, l'association Chœur en Fête présente le nouveau concert des 2000 choristes autour d'un répertoire de Jean-Jacques Goldman. Reportage au Galaxy d'Amnéville avec Emma Facchetti. Ces 2000 choristes répètent tous ensemble pour la première fois. Ces passionnés de chant sont venus de tout le Grand Est pour aller au bout de leurs rêves, chanter sur la scène du Galaxy d'Amnéville. C'est un défi et c'est impressionnant parce qu'on a une petite chose dans un grand cœur, mais finalement toutes ces petites choses l'une à côté de l'autre, ça fait génial. Ça nous porte. Moi je trouve ça super, je préfère chanter avec 2000 personnes que toute seule. Moi j'aime le chant, j'ai toujours chanté depuis tout petit. Et là, pour moi c'est une opportunité, un rêve d'être sur une scène avec 2000 choristes, avec un orchestre. Pendant ces 7 heures de répétition, sans lumière et sans costume, les 2000 chanteurs sont menés à la baguette par un chef de chœur pointilleux. Laissez prendre une, quand vous avez la longue note là, sur le A, tirez-la, commencez doux et donnez-lui du corps. Ce qui est faux, je corrige. Et après, je donne surtout, c'est un peu comme un sculpteur, je donne l'âme de la chanson. C'est-à-dire que quand on est choriste, on doit chanter, on doit avoir envie, chaque chanson, de la chanter de la même façon, de créer une unité. Parce que chaque chanson a son histoire. Gloria Vivaldi ne se chante pas du tout comme Nœud en 17. Il y a une autre technique vocale. Pour cette 7e édition, intitulée Jusqu'au bout de nos rêves, les choristes interprètent les plus grands tubes de Jean-Jacques Goldman, mais aussi ses pépites méconnues du grand public. J'en ai parlé à Jean-Jacques, puisqu'on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps, on a mangé ensemble, on a discuté beaucoup de ce concert. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il aimait dans la musique classique. Il m'a dit qu'il adorait Vivaldi. Donc on va faire le Gloria de Vivaldi. Et je lui ai dit, mais à quel moment tu as eu ce déclic pour la polyphonie? C'est-à-dire de chanter à 3, 4 voix. C'est ce qu'il a fait avec Michael Jones, avec Carol Fredericks. Il m'a dit, c'est une chanson fin des années 70. Elle s'appelle Helplessly Hoping. Et je l'ai entendue, ça m'a dit, mais c'est magnifique, je veux faire comme ça. On la chantera. Peut-être même avec une surprise. En attendant la surprise, les 2000 choristes répéteront le concert sur scène avec l'orchestre symphonique et rythmique quelques jours avant le grand show.
Le verdict est malheureusement tombé. Il n'y aura pas de spectacle des enfants du charbon en 2022, a annoncé son président Sébastien Juncker lors de l'Assemblée générale en fin de semaine dernière. La raison, une dette de 96 000 euros accumulée notamment à cause de 2 saisons plus que difficiles. Désormais, tous les regards sont tournés vers le futur pour tenter de rester en vie et monter un nouveau projet. Un mot de sport avant de retrouver l'invité du jour. Ce mercredi, c'est déjà le dernier match à domicile de la saison régulière des Dragons. Elles reçoivent Nantes 5e à 20h. Les Messines auront à cœur de terminer sur une bonne note devant leurs supporters. Un match que vous pourrez bien évidemment suivre en direct sur Moselle TV. Prise d'antenne à partir de 19h50. Et on retrouve tout de suite l'invité. Et donc je vous le disais, Patrick Thiel, adjoint au maire chargé à la culture, est à mes côtés. Le printemps des religions, c'est le 23 mai à 20h à l'hôtel de ville de Metz, donc le lundi prochain. Alors dans un premier temps, pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste concrètement cet événement ? C'est une rencontre. C'est une rencontre et qui est ouverte à tous ceux qui peuvent s'intéresser à quel regard portent aujourd'hui les religions sur un sujet. Et d'un commun accord, on a décidé d'avoir comme sujet les grands défis climatiques et on le met face aux religions. Quelle est aujourd'hui la position des religions par rapport à cette question ? Alors en fait, pourquoi vous avez choisi ce sujet avant d'aborder plus en détail le sujet s'impose. Je crois qu'on l'a bien vu pendant la campagne présidentielle, même en ce moment aux législatives. On sait qu'il y a l'urgence climatique. On est aussi dans une ville qui a inventé l'écologie urbaine avec Jean-Marie Pelt et Roger Klein, qui était d'ailleurs un prêtre avant d'être un sociologue et un philosophe. Et on a une véritable école ici de pensée écologique positive. Et c'est apparu à tous les acteurs, je dirais aussi bien aux grands rabbins, à Monseigneur l'évêque, à l'imam, aux pasteurs et aux prêtres orthodoxes, que c'était un sujet passionnant sur lequel les religions avaient quelque chose à dire. Donc cette année, le thème, c'est défis écologiques et religion. Est-ce que l'écologie et la religion, donc, quel est le rapport Vous pouvez nous développer en fait, si vous voulez, c'est un concept qui avait eu cours sous le mandat de Jean-Marie Rauch et qui avait été d'ailleurs repris à l'initiative du préfet après les grands attentats. Le but, en fin de compte, c'est d'ouvrir l'hôtel de ville une fois par an aux différentes grandes religions, on va dire, par rapport à des défis contemporains et de montrer en fait que quand on a en face de soi les religions, ils travaillent eux-mêmes dans un dialogue interreligieux. Il n'appartient pas à la ville de se substituer à cela, mais de montrer comment les religions sont symboles de fraternité. Parce qu'entre elles, elles parlent, elles se comprennent et elles sont fraternelles. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que dans le monde d'aujourd'hui, quel qu'il soit, mais à Metz comme ailleurs, eh bien, il y a de plus en plus d'antagonisme entre les personnes, de moins en moins de fraternité. Et beaucoup pensent que ce sont les religions qui sont responsables de cela, à cause, c'est vrai, du terrorisme. Mais là, on démontre que les religions s'entendent, parlent souvent d'une seule voix sur les grandes problématiques. Et ça, le maire de Metz, François Grosdidier, est très attaché à ce qu'on reprenne cette idée, non pas imposée cette fois-ci par la préfecture ou l'État, mais que chaque année, nous ayons une journée où on pourrait rencontrer les religions et savoir quel est leur message sur tel ou tel problème de société. Alors on dit souvent que l'écologie peut être une religion en elle-même. Est-ce que vous partagez cet avis ? Ou est-ce que ça peut être le cas Alors en fait, je crois que l'écologie n'est pas du tout une religion, mais elle peut être vécue comme, par certains ayatollahs de l'écologie, en tous les cas, comme quelque chose d'absolument qui doit traîner tous nos messages de vie. Or, ce qui est intéressant aussi, c'est de la mettre face aux spiritualités, et notamment aux religions qui ont, eux, un message dogmatique, si vous voulez, à faire passer. Et on constate, c'est un sujet, non pas que j'ai choisi, mais qui est apparu comme un sujet commun, choisi par les différentes religions aujourd'hui, de porter et de dire au public, voilà quel est aujourd'hui notre regard vis-à-vis de ce grand problème qui pose quand même aussi un problème de fraternité, non seulement entre les hommes, mais entre l'homme, la nature, les animaux. Et on aura là des grands spécialistes. Monseigneur Villemain lui-même est un théologien, même s'il est plutôt de droit canon, mais le grand rabbin de la Moselle, par exemple, mais c'est aussi le cas du prêtre protestant, de l'intérêt du pasteur Pascal Trunk et évidemment de l'imam Jouda qui sera là aussi sur le plateau, et tous ont un regard. Par exemple, l'intérêt, c'est de confronter les regards en fait, exactement, de chacun. Et puis de s'écouter. Et le grand rabbin est le grand spécialiste dans le rabbinat de France aujourd'hui des questions face à l'animal, par exemple. Et lui-même étant vétérinaire, je trouve que ça sera intéressant de voir son exposé. Et ensemble, ils vont parler
Et ceci avec le public, bien entendu, qui pourra poser des questions, etc. Et justement, pour nos téléspectateurs, je vais y arriver, qui veulent se rendre donc, à cette rencontre, comment ça se passe? Ça dure combien de temps? Écoutez, ça durera 1 heure et demie à peu près, sans doute 1 heure et demie, ça dépendra des questions. Ça commence à 20h, c'est le 23 mai, vous l'avez dit, merci de l'avoir rappelé. Et nous appelons tous ceux qui sont intéressés par, je dirais, ces questions fondamentales, notamment soit l'écologie, soit les religions, de venir. Et je pense qu'on aura un parterre. Moi, quand j'avais lancé cette affaire dans les années 2004 ou 2005, eh bien, c'était joyeux de fraternité, de voir à la fois des jeunes filles qui portaient le voile avec des hommes qui portaient la kippa. Donc voilà, c'est aussi une démonstration de la concorde entre les citoyens. Et vous savez, François Grosdidier en parle souvent. Et quand on est maire, quand on est administrateur d'une commune, on ne s'occupe pas seulement des transports, du trottoir et je dirais de tout un tas de questions, y compris de l'écologie, mais on s'occupe aussi de voir l'homme et la femme dans leur dimension complète. Et certains partagent des convictions religieuses, d'autres s'intéressent à la spiritualité et d'autres tout simplement à l'intelligence collective. Donc c'est aussi un message fort de la municipalité dans l'époque trouble que nous vivons. Exactement, on l'a vu encore récemment, une mosquée a fait l'objet d'une attaque. D'un autre côté, vous avez eu cette personne avec son couteau qui était rentrée à la cathédrale. C'est un peu dommage, on peut le regretter. Aujourd'hui, les juifs ne peuvent pas faire Pessa sans qu'on ait des militaires devant la synagogue. Les chrétiens ne peuvent pas se rendre à la vigile de Pâques sans avoir aussi des militaires devant la cathédrale. Tout ça nous perturbe beaucoup. On rêve d'un monde où tout le monde s'entende et d'un monde fraternel. Or, souvent, les religions sont utilisées comme un instrument pour séparer les hommes. Et c'est souvent ceux qui ne connaissent pas les religions qui les utilisent. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir des responsables religieux qui vont parler tous ensemble et qui vont d'ailleurs témoigner qu'ils n'ont pas besoin de la mairie de Metz pour se rencontrer, puisque le dialogue interreligieux existe sans même que la mairie de Metz s'en occupe. Mais je pense que la mairie de Metz doit, comme beaucoup de mairies, ou en tous les cas tous ceux qui, dans le cadre de la laïcité et de la République, s'intéressent aux questions fondamentales, doivent rapprocher les hommes et démontrer que, par exemple, les religions s'entendent et ne peuvent pas être ferments, je dirais, de haine ou d'exclusion réciproque. Ce n'est pas du tout le cas. Dernière question, Patrick Thiel. Pourquoi tout simplement venir à cet événement? 3 bonnes raisons. 3 bonnes raisons. Je dirais d'abord, on a besoin quelquefois de se poser pour réfléchir. Et je pense que tous les acteurs qui seront ici auront intérêt à cela. Deuxième raison, c'est que l'écologie intéresse absolument tout le monde. Et je crois que c'est vraiment un enjeu très important pour notre planète. On l'a vu pendant la campagne et on l'a vu, présidentielle. et puis heureusement, le sujet est abordé. Et puis enfin, si on s'intéresse, je dirais, à la spiritualité, à la religion, qu'on soit religieux ou pas, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, c'est toujours intéressant d'entendre comment les uns et les autres abordent ces questions. Ça vous fait 3 bonnes raisons. Le compte est bon. Merci beaucoup Patrick Thiel, donc adjoint au maire à la culture, d'avoir accepté notre invitation. Non, mais merci beaucoup de vous en faire l'écho surtout. Et nous terminons cette séquence d'information avec l'image du jour, comme chaque jour. Les beaux jours sont de retour et les motards aussi. Avec l'arrivée du printemps, les 2 roues se multiplient sur les routes. Les risques d'accidents sont donc plus fréquents à cette période de l'année. Alors pour prévenir ces risques, la gendarmerie propose des stages de prévention routière à tous les motards volontaires. Samedi, c'est à Sarreguemines que les gendarmes de l'EDSR, l'escadron départemental de sécurité routière, ont accueilli les stagiaires. Ils étaient d'ailleurs très nombreux, vous pouvez le voir à l'image. Et voilà, c'est sur cette image que se termine Moselle Info. Tout de suite, retrouver la météo avec René Anne, suivi d'un Moselle Sport entièrement consacré à Sarrebourg, Moselle Sud, handball. Puis ensuite, ça sera Valentin Piovesan et 100% jeunesse. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV et à demain.